On est le 2 juin, bienvenue en prenant votre café en direct de la campagne. Comment ça va? Comment ça va? On est en train de planter le tournesol et je vais vous parler de ralentir. Il parle juste de ça dans la presse. Je vous en parle comme une thérapie. Je vais vous parler aussi de Réal Bouclin qui évite la faillite. Je vous en parle parce que ça a facilité sa conjointe. Ça se peut que je sois obligé de m'excuser demain par rapport à ce que je vais dire. Je vous le dis tout de suite. Avez-vous remarqué les bouteilles de vin rosé? Hein? Comment elles sont belles? Qu'est-ce qui explique ça? C'est parce que le vin est mauvais pour nous vendre une bouteille? J'aime ça du vin rosé de toute façon. Criminalité à Montréal, qu'est-ce qui vient en premier? La criminalité ou la laideur? Bien, il y a des études qu'on va parler de ça. La Banque Laurentienne mange toute une débarque. Qui c'est qui a un compte à la Banque Laurentienne? Hein? La Caisse de dépôt, je vous parle encore parce que il y a des rendements. Puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Hein? Pas le S&P 500 comme je vous parle. Les pubs à radio, comment qu'on change de poste et qu'on ne vient pas parce que la pub est plate? Hein? Puis finalement, Madonna, en Californie, qui est poursuivie pour pornographie. Maudit qu'on va du fun ce matin. N'allez pas lire la presse de samedi si vous êtes un anxieux qui est la pédale au fond, qui n'a pas le goût de ralentir parce que vous allez vous sentir coupable. Ce n'est que ça, ralentir. Alors que la productivité au pays est à son plus bas niveau, on nous demande de ralentir. C'est vrai qu'on court. Hein? On a toujours l'impression qu'on est en train de courir après notre queue, là, sans faire de jeu de mots. Là, hein? Je parlais justement de ça avec Marilyn vendredi. On a toujours la pédale au fond, à 200%, puis on est encore en retard. C'est pas un rythme qu'on peut maintenir. Hein? On a moins de temps pour s'entraîner. Donc, c'est sûr que je lis ça, je me dis, ouais, ça tombe dans mes cordes. Puis en même temps, bon, on est entrepreneur, on a une entreprise à faire vivre, des employés à faire vivre. Et il est où la balance dans tout ça? Hein? C'est ça. Quand j'ai vendu à Telcon en 2012, je m'étais retiré en 2010 parce que je m'emmerdais à mourir et je cherchais un sens à ma vie entrepreneuriale à ce moment-là. Pas un sens à ma vie, mais oui, je me suis séparé en même temps. La crise de la quarantaine. Mais j'ai ralenti ben trop vite. Et c'est pas possible de ralentir ben trop vite. Là, c'est sûr que je veux ralentir éventuellement, pas tout de suite, mais ça se planifie. Ce ralentissement-là, ça veut dire de dire non à l'occasion, de laisser la place aux plus jeunes, laisser de la place à des gens en acceptant que ça se peut qu'ils fassent des erreurs. Mais à quel moment? Mais cette fois-là, quand je vais ralentir, je vais choisir le moment de ralentir. Je vais le choisir, ce moment-là de ralentissement. Et pour ne pas m'emmerder parce que on peut pas arrêter. Je vous le dis tout de suite, si vous avez le goût de ralentir, moi j'ai pas ralenti, j'ai arrêté. Et c'était pas possible. Donc là, j'ai 56 ans. On est au mois de juin, donc je vais avoir 57 à la fin du mois. Donc là, je le planifie. Hein, puis j'en parle de plus en plus. Entre autres, mes placements. Tu sais, comme j'ai Aiva Technologies, j'ai BoostMe, j'ai des buildings, pas beaucoup, là, des condos, j'en ai 4, là. Et commercial. Donc ça, moi, je suis en phase de dire à mes partenaires, hey, regardez, moi, je suis ouvert à vendre. Là. Ça se planifie, ce genre de choses-là. Une chose que je ne vendrai pas, c'est à Saint-Jérôme avec mon cousin. Quand il va être tanné ou il n'aura plus la santé, il prendra la décision à ce moment-là. Mais on est loin de ça. C'est un projet à très long terme. Donc, mais c'est ça, il faut le planifier. Et en tout cas, il y en a en masse d'articles dans la presse pour aller lire ça. Je vous donne juste mon petit 2 cents là-dessus. Hein? Je vais vous donner mon 5$ sur le déficit du fédéral. Un déficit monstre. On est rendu à 50 milliards de déficit. 41 l'année passée. Ça continue d'augmenter. Imaginez-vous que les revenus ont augmenté de 3% à 444 milliards. C'est au fédéral, là. Et on a réussi à monter la dette. Donc, on augmente les revenus et on augmente la dette encore plus. C'est fou, hein?
Les intérêts qu'on paye sur la dette l'année passée, c'était 32 milliards. On en paye 47 milliards. Imaginez-vous avec 15 milliards. On peut construire 2 ponts, tout ça. Comment ça coûte le pont d'Orléans? C'est 8 milliards. On construit 2 ponts, comme ça, juste en économisant sur la dette. C'est fou. Je ne sais pas comment on va se sortir de ce merdier fiscal-là, d'endettement qu'on a, même si on dit c'est moins pire, on est dans les ratios du PIB. Hey, on s'en fout des ratios. C'est notre capacité de payer. La capacité des Canadiens est à côté dans le tapis avec la capacité, ce qu'on nous fait à Québec et surtout ce que nos villes font en allant chercher de l'argent un petit peu plus, là. Et la taxe que les villes sont allées chercher là, pour le transport en commun, ils l'appellent la taxe Guilbeault, hein, parce que c'est elle qui a autorisé un mode de taxation supplémentaire, puis ils n'ont pas pris de temps. Hein? 59$, 150$, l'année prochaine, ça va être 280$, on va monter les taxes. C'est pathétique. C'est pathétique, cet endettement-là, et l'acceptation de ne rien faire au nom de l'austérité, de ne pas se faire dire qu'on est austère, alors que ce serait facile de gérer. On demande juste au gouvernement, gère. Gère-toi les choses. Hein? Ça, c'était Rita Baga qui disait ça. Gère-toi! Hein? On demande juste de la gestion. De nous montrer, regardez, ça, on n'accepte pas ça comme abus. Ça, on n'accepte pas ça, mais on n'a que de l'abus et on trouve un paquet d'affaires, puis on se ramasse avec ça. Après ça, on va accuser les conservateurs d'être austères. Ben non, ils sont juste en train de gérer. Il faut gérer à un moment donné. Tu ne peux pas continuer à dépenser comme ça. Ça se fait pas. Il y a un prix à payer à ça. Puis là, en ce moment, c'est 47 milliards que ça nous coûte. On ne demande pas d'avoir zéro dette. Hein? Ça veut dire que si on n'aurait pas de dette comme gouvernement, ça veut dire qu'on n'investit pas assez. Mais un meilleur équilibre, bien entendu. Et surtout, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Vous avez peur de l'intelligence artificielle, je le sais. Je sais, ça vous en fait peur. J'en parle tout le temps parce que je l'utilise et moi, ça me fait pas peur. Les entreprises d'ici sont peu heureuses par rapport aux entreprises américaines et c'est là qui est la grande différence de notre productivité. Déjà, on en parle depuis un an, mais les grandes entreprises ont sauté là-dessus. Ça fait un bout, là. Pas d'hier que l'intelligence artificielle existe. Là. Quand je me suis lancé en affaires, on parlait de business intelligence. Il y avait des compagnies comme Kronos à Ottawa. Je ne sais pas ce qui arrive avec eux autres. Corel, les autres Corel étaient dans le dessin. Il y avait, les plus vieux vont se souvenir qu'ils avaient acheté Ventura, le premier logiciel de mise en page de Mac. Là. Quand tu maîtrisais Ventura, t'étais un kingpin. J'ai jamais réussi. Là. Je suis pas un designer. Je suis devenu maintenant avec l'intelligence artificielle pour les photos, mais je ne l'étais pas avant. On pourrait augmenter notre PIB de 8% en 10 ans si les entreprises adoptaient l'intelligence artificielle, pas at large, juste comme les États-Unis. C'est énorme, là, 8% de gains en productivité. Ça augmenterait de beaucoup nos... J'ai oublié d'enregistrer. Faut que je change les batteries. Fait que cette pause, on va mettre une petite musique pendant que je change les batteries. Ben voilà, je suis de retour. Petite musique de fond. J'avais oublié de changer les batteries sur mon récepteur. C'est ça. Hey, les vins rosés. Les vins rosés, on va commencer à boire des vins rosés. Avez-vous remarqué les bouteilles? Il y a quelques fois que je vois des pubs de ça, des bouteilles de vin rosé, puis je me demande de où ça vient. Le fait d'utiliser des bouteilles extrêmement design et festif, c'est-tu par rapport, justement, aux festivités, à l'été? Hein? On n'ouvre pas un vin rosé en dépression, là. Hein? C'est un peu comme la barbe à papa. On ne boit pas de la barbe à papa. On ne mange pas de la barbe à papa en dépression. Tu peux. Papa, il va parler de Réal Bouclin. Je suis baveux. Je suis baveux à souhait.
Mais les bouteilles sont belles et j'aime ça. Et ça rend peut-être le vin meilleur. Peut-être que le vin rosé, traditionnellement, il était pas bon. Fait qu'ils ont dit, on va le mettre dans des belles bouteilles. C'est comme ça, hein? Tu sais, des fois, tu vas faire du Botox parce que c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. On s'en va au Québec. Au Québec, les amis, au Québec, le tramway de l'Est, on a eu plusieurs versions du REM, du tramway, tout ce qu'on veut. Hein. C'était 36 milliards, le gouvernement a dit, ben non. Oups! À peine quelques mois plus tard, on arrive avec un tramway de 18 milliards. Tu sais, à moins de nous prendre pour une bande de cons, là, on le sait que ça va coûter 36 milliards, mais ils veulent tellement l'avoir qu'ils essayent de faire de l'acceptabilité sociale en réduisant le coût. Donc, on le sait qu'il y a déjà des dépassements de coûts. À 36 milliards, il y aurait eu plus 50 %. Là, il va y avoir plus 100 %. Ça se fera pas pour 36 milliards. Hein? Ça se fera pas pour 18 milliards. Ça va se faire. Donc, on nous prend des imbéciles. Tu peux pas enlever de 18... Tu peux pas enlever 18 milliards sur un projet sans qu'il y ait des conséquences majeures. Qu'est-ce qu'il y avait avant des racks en or? Qu'est-ce qu'il y avait pour couper autant d'argent? Hey, les amis, arrêtez de penser qu'un milliard, c'est pas beaucoup, là. C'est énorme. C'est énorme. Il y en a juste 2 milliardaires au Québec. À Montréal, excusez. Il y en a un qui s'en va en prison. Fait qu'il en reste rien qu'un dehors. Fait qu'arrêtez de penser, là, que c'est beaucoup. C'est facile, l'argent, là. Ça n'a pas de sens, ce genre de fluctuation-là. Tu sais, on pourrait dire, hey, écoute, ça a coûté 20 milliards, c'est un petit peu trop. On a fait des ajustements. On arrive à 18,6 milliards. Là, tu dis, OK, ils ont coupé 1,4 milliard, ça donne, ben non, ils coupent comme ça. 18 milliards. Donc, est-ce que vous croyez à ça? Moi, je ne crois pas, pantoute. Hein? Ah, ce qui est une tristesse ou non? La place Versailles qui va être démolie tranquillement pour faire place à des logements. Et ça fait du sens, hein? La place Versailles qui a déjà eu son lustre, hein? C'était le premier centre d'achat à Montréal. J'ai été souvent à Place Versailles quand j'étais petit, puis j'allais à Montréal, justement, on allait là. C'était facile, on débarquait à Radisson, je pense, à la station de métro. Et c'était devenu aussi un paradis des vols d'auto, hein, parce que c'est pas loin des autoroutes. Il y a la galerie d'Anjou qui est pas loin, donc il était un peu enclavé. Et j'ai été, écoute, je ne vais pas dans les centres d'achat souvent, j'ai été à un moment donné. Mes enfants avaient été quand je m'étais séparé, ils voulaient me faire un cadeau. Fait que je les avais envoyés, j'avais envoyé à Place Versailles en métro. Il avait été m'acheter des tasses espresso que j'ai encore. Il en reste une que j'ai pas cassée. En vite. Donc, il avait été chez Stokes m'acheter il avait été là, justement. Il y avait 14 puis 12 ans à peu près. Là. Et, mais c'est ça, va être démoli tranquillement pour faire place à des logements. Ce qui a du sens. Hein. Il y a l'Oblast en avant, il y a une SAQ, il y a le métro. Donc, c'est un tournant quand même dans la ville de Montréal, mais c'est bien correct, Super, Richard Martineau, il est bon dernièrement. Des fois, il est mauvais, comme moi, comme n'importe qui. Des fois, on est pas bon. Mais là, dernièrement, je le trouve particulièrement pertinent. Patrick Lagacé aussi est particulièrement pertinent aussi dernièrement. Et Richard Martineau, dans la presse de samedi, il parle justement, samedi-dimanche, parce qu'il n'y a pas le journal de Montréal samedi-dimanche, il n'y a pas de journal le dimanche. Il parle de la criminalité à Montréal. Puis il y a une étude de 1982 de 2 chercheurs d'Harvard qui disent qu'est-ce qui vient en premier, la criminalité ou les villes sales? Bien, vous allez comprendre que ce qui vient en premier, ce sont les lieux délabrés, défavorisés. Et c'est là que la criminalité pousse plus que ça. Donc, on peut le voir, regardez Rudy Guglielminetti, quelque chose comme ça, Rudy, l'ancien maire de New York, avant qu'il devienne un avocat déchu de Donald Trump, était un très bon maire, c'est lui qui était là en 2001, un très bon maire, puis il avait nettoyé la ville, justement. Donc, le maire fait une différence dans une ville. Il fait la différence en la rendant vivable. Ce qu'on voit à Montréal, c'est Valérie Plante. Tout simplement, c'est la gestion de Valérie Plante qu'on voit à Montréal. Et les études le prouvent que puisque la ville est sale, ça attire la criminalité. Et l'exemple parfait, c'est les vitres cassées. Donc, on voit une maison avec des vitres cassées. Quand j'étais jeune, ben si on passait devant,
S'il y a une maison qui n'a pas de vitre cassée, c'est un peu gênant de lancer une roche dedans. Mais il y avait une maison ici, une famille Turpin, maintenant c'est disparu, mais une chicane de succession. Hein? La maison est laissée à l'abandon. Et pendant des années, là, puis des décennies. Fait que quelquefois qu'on passait en vélo, il y a un moment donné, on est déjà rentré dans cette maison-là quand on était petit. Et il y avait un trou à un moment donné, quelqu'un a lancé une roche. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? Tout le monde qui passait. Ben, tu lances une roche, toi aussi, t'en pètes une vitre. Tu sais? Et c'est à peu près comme ça. Donc, la ville de Montréal représente Valérie Plante. C'est ça qu'il faut retenir. Elle ne fait rien contre la criminalité. Écoute, je l'ai écouté une entrevue à nouveau. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, il y a Fadi Daguerre qui est là, qui est très bon parce que je l'ai choisi. La femme, elle est pas bien mentalement. Il faut se le dire, là. Elle est narcissique derrière son sourire. On va traiter Donald Trump de narcissique, avec raison. Mais Valérie Plante est encore pire narcissique que Donald Trump, faut le faire, là. C'est moi. Et c'est souvent un problème de la gauche qui se ramasse au pouvoir. C'est le moi est très, très fort. Donc, la ville de Montréal, qui est laide, qui est pas propre, qui est démolie, c'est la ville de Valérie Plante. Ça fait quand même 7 ans, là, 6 ans qu'elle est là, c'est sa ville. Elle peut mettre l'excuse sur tout le monde que les itinérants, c'est pas son problème. Tout ça fait que c'est quand même sa ville. Elle le dit, elle aime ça le dire, ben c'est ça qu'il faut retenir. OK. Je vous amène Viens, un nouveau jour va se lever son regard. Je vous amène le 2 juin 1965. Vous savez que le quartier Griffintown, j'imagine à un moment donné, il y avait des Griffins qui habitaient là-bas. Et rebâti au complet, hein, si on va faire un tour, là, il y a des condos à tour de bras. Et j'haïs pas, j'aime ça aller manger une fois de temps en temps à Griffintown. Mais très intéressant. Ce qui s'est passé en 1965, ils voulaient faire une route pour l'Expo et atteindre le pont Champlain. J'imagine que c'est peut-être le boulevard Bonaventure, l'autoroute Bonaventure. J'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il y en a ou la traque de chemin de fer. Mais ils ont démoli Griffintown, donc ils ont tassé tout le monde. Hein, sont arrivés avec l'expropriation pour une nouvelle artère de 11 millions. Prendra la place de 50 familles. Donc, j'ai de la misère à comprendre. Coûtera 11 millions. La distance qui sépare la rue Notre-Dame du pont Champlain. Donc, ça ressemble à être l'autoroute Bonaventure qu'on a bâtie à ce moment-là. Ce qui fait du sens, il me semble, pour aller à l'Expo, puis où est le casino aujourd'hui. Donc, on avait démoli. Maintenant, ça a été longtemps une place de gens défavorisés. Et il y a une femme dans l'article qui a dit « Ouais, mais moi, tu veux, j'aille où? J'ai 11 enfants. » Ça me fait rire. Elle a 11 enfants. Il y en a quand même 4 de partis, mais il en reste un méchant paquet. Donc voilà. Ça m'en finance. Normalement, à la bourse, une entreprise va valoir un petit peu plus que sa valeur comptable. Sa valeur comptable, c'est quoi? C'est lorsque, si tu prends tous les actifs, tu les vendais demain matin. Hein? Donc, c'est ça, une valeur comptable. La Banque Laurentienne, sur papier, vaut 56 $. La Banque Laurentienne. À la bourse, elle vaut 24,95. Elle a encore descendu vendredi. Donc, si on regarde les résultats des grandes banques en ce moment, Banque Royale a explosé, va racheter des actions. Banque de Montréal a diminué. Banque Scotia a augmenté. Il me semble que les Caisses des Jardins ont donné des ristournes. Banque Laurentienne, Banque Laurentienne, ils ont essayé de se mettre une pancarte à vendre, ça n'a pas marché. Et c'est ce que le marché dit en ce moment. Parce que s'il y avait un acheteur de Banque Laurentienne, il devrait payer au minimum 56 $. Peut-être qu'il va payer 50 $. Donc, ça vaut la moitié et ça continue à diminuer parce que je connais personne qui va s'ouvrir un compte de banque à la Banque Laurentienne. Je ne sais pas si vous en connaissez qui sont à la Banque Laurentienne. Vous êtes peut-être là parce que ça fait longtemps que vous êtes là. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants? Quel est l'avantage d'aller dans une banque que peut-être va fermer,
Qui va aller là? Ben, c'est ça qui est le challenge. Hein. Ils n'ont pas de renouveau, tout simplement. Donc, puis ils n'ont pas d'argent pour concurrencer contre les autres. Donc, c'est bien évident qu'en 2024, on a la Banque Laurentienne, mais cette banque-là est appelée à être avalée par une autre banque éventuellement, ou tout simplement disparaître mourir de sa belle mort sans faire faillite, là, juste diminuer puis dire, regardez maintenant, on ne prend plus de nouveaux comptes, on va juste fermer. Ça se peut que ça devienne ça. Mais mettons, en 2030, là, est-ce qu'il va y avoir une Banque Laurentienne? Je pourrais mettre un 2$ là-dessus aujourd'hui. Je pourrais mettre un 2$ que ça n'existera pas. Regardez Gap. Gap qui n'est pas ici, qui est sur la bourse de je pense, Allemagne. C'est spécial ce qui se passe dans la Guinée et dans le linge. Parce que le ultra de luxe fonctionne à plein régime. Le milieu de luxe, hier, je vous ai même présenté dans les cosmétiques Cole, qui est entre les deux, ne fonctionne pas. Mais Louis Vuitton fonctionne à plein régime. Ben là, c'est Gap qui est dans le bas de gamme, moyen, avec Banana Republic. Mais pas de gamme cheapo à ce point-là, là, mais tu sais, c'est pas du Prada, là. Mais a explosé. Augmentation des ventes de 30% quand même, hein. Donc, augmentation des ventes, excusez, de 7%. La bourse, elle a donné un pic de 30% parce que les earnings étaient, on s'attendait à 13 cents, ils ont rapporté 38 cents par action. Une surprise de 184%. Donc, on n'a pas, il y a probablement personne qui m'écoute qui a du Gap, mais vous connaissez Gap. Hein? Ce qui s'est passé vendredi, parce que là, hier, il n'y a pas de bourse le samedi, mais ce qui s'est passé vendredi, regardez, ça c'est sur une journée. Ceux qui ne le voient pas, je vais vous décrire le graphique. Là. Les données sur l'emploi sortent le matin et oups, la bourse descend. On n'est pas certain. On descend on est à 38 000, on a une débarque en partant, à l'ouverture des marchés. Et là, ça se tient stable comme ça. Oups, un petit pic sur d'autres données d'inflation qui sortent. Rien qui se passe. Et là, vers midi, ça commence à monter. Le monde dit, peut-être, on est en fin de mois aussi. Donc, il y a peut-être de l'argent qui doit être déplacé. Hein? Il y a des grands fonds qui doivent faire des placements, soit qui ont eu des rentrées puis ils doivent les investir. Et là, je vous montre le Dow Jones. Et là, tout à coup, d'après moi, à 4 heures, moins exactement 15h38, ils ont dû se réveiller puis ont dit « Hop là, il faut acheter puis ça presse ». Donc, ce sont les vieilles entreprises qui en ont bénéficié. Entre autres, Coca-Cola que j'ai, United Health, Caterpillar. Donc, regardez, même Coca-Cola, c'est exactement. Et ça s'est restabilisé après les heures d'ouverture. Donc, ça a continué jusqu'à 8 heures, entre 4 heures et 8 heures. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend maintenant pour lundi? Il faut s'attendre à une baisse. Ça n'avait aucun bon sens. Ça a monté de 575 points, la bourse. Donc, si on regarde 1,5 %, c'est le fun. C'est le fun étant donné que je suis bipolaire de mes états financiers puis je les regarde que lorsque ça va bien. Je les ai regardés en fin de semaine. Hein? Mais je m'attends à une belle débarque lundi. Là. Ça n'avait aucun bon sens que ça monte autant que ça. Le Nasdaq, lui, a diminué dans la journée. Et le S&P a monté aussi pour les mêmes raisons. Là. Donc, faut pas s'en faire. C'est toujours le fun des spikes, mais quand même, on a eu un bon mois, là, presque 6% de rendement sur le Nasdaq au mois de mai seulement. On peut dire que c'est un énorme mois. Ça ferait un rendement annualisé de 72%, ce qui fait aucun sens. Là. Donc, c'était un excellent mois, le mois de mai à la bourse. La caisse de dépôt. Je suis pas tout seul qui en parle régulièrement. Michel Girard, dans le Journal de Montréal, en parle régulièrement sur le rendement et ce que ça coûte. Hein. Il y a des milliards qui sont versés en salaire à la caisse de dépôt sur une période de 4 ans. Je me souviens plus des chiffres, mais ils gagnent très bien leur vie. Et le rendement est très faible. La caisse de dépôt est sur une période de 2019 à 2023. Elle a été son rendement était moindre que les autres caisses de dépôt semblables en Amérique du Nord. La caisse de dépôt a rapporté du 6,39 % et ce qu'ils ont besoin pour vivre, c'est du 6 %. En bas de 6 %, ils en ont pas assez pour couvrir leurs dépenses, tout simplement. Donc, les dépenses internes. Et j'en parle souvent qu'on aurait pu juste mettre l'argent dans le S&P 500. D'ailleurs, le Canadian Pension Plan, c'est exactement ce qu'ils ont dit. On ne livre pas la marchandise et ça aurait été plus rentable pour les Canadiens de le mettre l'argent dans un seul indice.
Là, ils me disaient, on ne fait pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. Mais Michel Girard s'est amusé à trouver 3 fonds qui pourraient ressembler à ce que ressemble le fonds, la catégorisation des actifs de la Caisse de dépôt. Et si on avait fait ça avec les 3 fonds qui mentionnent, que je n'ai pas retenu, là, mais des fonds d'obligation, des fonds d'actions canadiennes, des fonds de placement bas immobilier. Donc, si tu ramasses ces 3 fonds indiciels-là, qui n'ont pas de frais de gestion à peu près, parce que les frais de gestion de la Caisse des dépôts, on s'entend, là, sont énormes avec les employés qu'ils ont. On aurait eu un 7,9% en faisant rien. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de glorifier. Là, notre Caisse de dépôt, notre bas de laine ne performe pas. Il faut l'accepter et demander certains ajustements. Justement, d'utiliser certains fonds indiciels au lieu de tout essayer de trouver le bon placement, parce qu'il y a des désastres dans certains placements. Et ça reste que c'est notre bas de laine. Notre bas de laine veut dire que c'est notre retraite. Donc, il faut y faire attention. Un qui n'a pas fait attention, hein, puis il s'en foutait bien raide, c'est Réal Bouclin, qui évite la faillite, donc il va rembourser 10,65 millions sur les 212 de sa faillite personnelle. Donc, il va garder sa maison à Montréal, là, à Laval-sur-le-Lac. Il va garder sa belle maison. Je vous en parle. Pourquoi? Parce que sa conjointe va tilter. Mais aussi, OK, puis je vous en parle, sa conjointe, c'est Valérie Taillefer, mon ancienne blonde, qui capote à chaque fois, elle va sûrement me texter ou m'appeler, me dire que je suis un méchant, puis elle va sortir dans les journaux pour dire que je suis un imbécile. Mais la beauté, c'est que moi, je ne fous pas personne. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une fiducie. Hein? Et la fiducie, où son condo, son penthouse à Miami, ne lui appartient pas. Hein? Il n'y a pas de droit de regard sur cette fiducie-là. Mais les fiduciaires, eux, sont gentils. Lorsqu'il va réussir à le vendre, il va donner l'argent à ceux qui le doivent. Donc, si c'est pas rire du monde, elle peut nous prendre pour des imbéciles. Il utilise un condo que pour lui. Mais la fiducie, il n'y a pas de droit de regard sur la fiducie. Tu sais, c'est une espèce de passe-passe, là. On s'entend. Tout ça a été un montage, justement, pour éviter que s'il y a une faillite, il soit touché personnellement. Et c'est ça qui m'énerve dans les placements. Tu sais, moi aussi, j'en ai une fiducie que je suis en train qu'en 2024, je vais démanteler. Ça m'intéresse pas. Ça fait juste des rapports d'impôts compliqués pour rien. Et ça m'intéresse pas. J'ai pas d'impôts à tricher. Tu sais. Donc, ça arrivera pas que j'utilise ce genre de fiducie-là. C'était monté par un avocat qui nous avait dit « ça prend ça parce que vous vous en allez là ». Puis on a embarqué dans le bateau et c'est juste un paquet de troubles plus qu'autre chose. Et à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il a quand même utilisé plus de 100 millions de subventions pendant la pandémie pour construire le programme FAIR. Il y en a eu pour 100 millions. Il était l'entrepreneur de l'année. Il a déroulé le tapis rouge, puis finalement, ça a tout tombé comme un château de cartes. Il y a de l'argent public là-dedans, tout simplement. Et bon, il évite la faillite. Quelque part, je m'en fous un peu. C'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires si on n'avait pas de l'argent là-dedans. Mais on en a de l'argent là-dedans. Et là, ça devient de nos affaires, son rythme de vie précis. Donc, ben voilà. Hein? Souvent, on dit, tu sais, les millionnaires sont capables de se sauver de la faillite avec des montages. C'est sûr que ça amène du sarcasme quand on voit ça. Hey, les pubs à la radio, j'ai pas entendu la pub de banane au 98.5 qui le disait 20 fois. Mais tu sais, à un moment donné, les pubs font partie de la radio parce qu'on est souvent en auto. En tout cas, moi, j'écoute la radio que lorsque je suis en auto. Et quand je reviens de nager, lundi, mercredi, vendredi, ben je sors de la piscine et par le temps que j'arrive au 98.5, c'est Pierre-Yves McSween, juste avant. Je termine avec Jonathan Trudeau, puis après ça, c'est Pierre-Yves McSween. Mais entre ça, il y a une pub de Angela Yesmerini sur sa petite Juliette. Sincèrement, là, je suis plus capable d'entendre cette pub-là et je peux pas croire que le 98.5, je sais bien que c'est probablement un bon commanditaire, puis ils doivent l'accepter, mais je me demande s'ils perdent beaucoup d'auditeurs qui finissent par manquer Pierre-Yves parce que en même temps, tu as Chantal Hébert à Radio-Canada au 95.1 et
quand je paye sur mon bouton pour changer de poste, tout de suite après 98.5, je suis plus capable de l'entendre. Et souvent, j'arrive en retard pour écouter Pierre-Yves, justement parce que la pub me tape ses nerfs. Donc, à un moment donné, ça prend un peu de variété, je veux bien croire, mais au point de vue perte d'auditeurs et nous énerver, je pense qu'ils ne s'aident pas trop au mois, mais ils doivent payer cher pour être juste avant la chronique de Pierre-Yves McSween, là. Mais moi, je débarque. Je ne manque qu'une fois sur deux Pierre-Yves, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est que Chantal Hébert est particulièrement intéressante au 95.1 et la pub qui précède est tellement plate que je suis obligé de changer de poste, là. Partout, on se demande, était où Melania Trump pendant le procès de Donald? Ben, était où ce qu'elle devait être? À la maison. Ah ouais, à la maison, reste à la maison. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, hein? Son mari est accusé d'avoir couché avec une prostituée et d'y avoir donné 130 000 pour qu'elle se ferme la trappe en faisant du blanchiment d'argent à peu près, là. T'sais? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là? Le bobo LED, ben non, c'est totalement ridicule quand une femme est à côté de son mari, je le supporte. Mais non. Elle le supporte pas, elle est en maudit, tabarnouche. C'est sûr qu'elle est en maudit, puis elle le trouve imbécile. Puis, donc, elle reste à la maison avec raison. Puis c'est là qu'on doit, ou en voyage, n'importe où, là. T'sais, pas de femme à la maison, ça a l'air quand même d'une femme qui est assez forte. Puis je me demande comment elle se sent prise là-dedans. Donc, voilà. Hein? Donc, elle est justement pas là avec raison. Là, même si les journaux capotent, mais où elle devrait être là, supporter son mari. Mais non. Pas sûr que si Marilyn me trompe, puis était, mettons, présidente des États-Unis, que j'irais l'applaudir. Hein? Ben oui, je comprends. Mais non, tu comprends pas. Il y avait quand même il y a une couple d'accusations de Donald Trump derrière lui d'abus de femmes. Donc, quand même. Hein? Et en terminant, Madonna est accusée de pornographie lors de son spectacle en Californie. Il y a une personne qui était présente et c'était pas indiqué que le spectacle, on pouvait voir des seins. Donc, elle a assisté à une scène pornographique sans son consentement. Donc, elle poursuit Madonna. Tu sais, quand tu vas voir Madonna, si tu regardes son passé, là, hein, on s'entend que ça ne marchera pas. Là. Si tu regardes son passé, tu sais qu'elle va frencher, tu sais que tu vas voir des tétés. Hein. Ça fait partie du spectacle de Madonna. C'est pas parce qu'elle a vieilli qu'elle va changer, elle a toujours fait ça. Donc, c'est ça, sa marque de commerce. Donc, c'est assez surprenant que tu sois surpris. Mais on est aux États-Unis, tout le monde peut poursuivre pour tout. Donc, voilà. Ben moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche et venez nous voir. FrançoisLambert.one. Passez une excellente journée. Bye.